Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence organisée par AFPL, l'Association des familles ayant un proche atteint de psychose au Luxembourg. L'association a été créée en 2017 et cela fait déjà 8 années que nous sommes présentes sur le Luxembourg pour parler des domaines qui traitent de la psychose en général et plus particulier d'autres symptômes comme la schizophrénie et en particulier. Nous organisons tous les ans des journées de conférences au mois de mars et cette année, nous avons le plaisir d'inviter le professeur Jim Vanos de l'Université de Utrecht aux Pays-Bas. Merci Jim de venir te joindre à nous ce soir. Je sais que tu as un agenda très serré, que tu fais toi-même de nombreuses conférences dans le monde entier et que tu as, de par ton travail également, beaucoup de peu de temps libre. En tout cas, l'AFPL te suit, on regarde en tout cas tes conférences sur YouTube. La raison pour laquelle nous t'avons invité ce soir et nous avons souhaité depuis de nombreuses années que tu participes à cette journée de la psychose au Luxembourg, c'est que nos idées sont communes. Nous partageons les idées que tu diffuses dans le monde entier, des idées que tu essayes de mettre en avant, tu essayes de changer certains points de vue, certaines mentalités, aussi bien parmi les personnes, le public, mais aussi auprès des professionnels. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui la voie aussi que nous suivons. Donc, pour toute cette raison, nous trouvons ton intervention de ce soir très intéressante et je vais te céder maintenant la parole pour le sujet que tu vas nous présenter ce soir. Merci beaucoup encore une fois d'être parmi nous ce soir. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais mettre mes diapos. Euh, je suis très content d'être avec vous. Alors, comme vous, dans mon cas, j'ai un fils qui est atteint depuis 10 ans, a développé des épisodes psychotiques et il est en traitement et ça va très bien en ce moment, mais ça m'a impacté beaucoup, bien sûr, comme vous, et ça m'a aussi aidé à penser un peu différemment quant au concept de la schizophrénie, surtout sur l'organisation des soins psychiatriques en Hollande et partout dans le monde. Je pense qu'il faut changer beaucoup et on est en train de introduire en Hollande un nouveau modèle de la santé mentale, très intéressant, mais c'est difficile parce que c'est vraiment une transformation. Et alors, je vais parler de ça un peu dans la conférence. J'ai appelé la confusion la confusion schizophrénique en psychiatrie. Et là-bas, ce qui m'inspire surtout, c'est quand il y a un pays qui commence à examiner la qualité des soins psychiatriques, en Angleterre par exemple, ou en Amérique, ou chez nous, en Hollande, toujours si on commence à demander les patients et les familles, comment ça va nos soins psychiatriques, toujours ils disent il y a trop peu, ça marche pas, on doit attendre, il n'y a pas de soins sociaux, il n'y a pas de soins existentiels, il y a trop peu de tout, il ne s'est pas connecté, il n'y a pas d'intégration. Et en fait, en Angleterre, c'était surtout très dramatique. Le Schizophrenia Commission, le chef était Robin Murray, vous le voyez là, et ils ont dit vraiment, c'est intolérable le niveau de soins psychiatriques en Angleterre.
c'est dysfonctionnel et on peut pas délivrer ce qui est nécessaire pour le 21e siècle. Alors, en fait, si on le voit comme ça, c'est un grand problème. Pourquoi on n'agit pas? Pourquoi on ne peut pas changer ce système? Et d'abord, il faut d'abord faire un peu d'analyse et après, on va voir comment, à travers cette analyse, on peut développer une approche pour transformation des soins psychiatriques, surtout pour les gens avec psychose. Alors, le problème, c'est les spécialistes, peut-être. On parle de la problème, c'est les spécialistes en psychiatrie, les psychologues et les psychiatres. Ils ont développé une approche extrêmement spécialiste. Et ils ont une science, ou ils pensent avoir une science. Les psychiatres, c'est la science de trouver la médication correcte pour les troubles cérébraux biologiques corrects. Et les psychologues aussi, eux, ils veulent diagnostiquer et puis appliquer une psychothérapie spécialiste selon le diagnostic. Et le problème, c'est que après 50 ans de la recherche, il s'est avéré que ces modèles de sciences linéaires ne fonctionnent pas quant aux problèmes psychiques. Les problèmes psychiques échappent ces modèles simples, linéaires, biologiques, psychothérapeutiques. Euh, Pourquoi? Parce que, bon, par exemple, on a essayé de répliquer de façon systématique les paradigmes psychologiques mieux connus et déjà en 2015 et on n'a pas réussi à répliquer les paradigmes plus connus dans la psychologie. Il s'est avéré que ça n'existe pas, c'est faux. Très intéressant. Aussi, on trouve que toutes les psychothérapies, il y a 250 psychothérapies, tous, ils fonctionnent un tout petit peu. Mais il n'y a pas de spécialisation, il n'y a pas de spécificité. Ce qui est surtout important, c'est qu'il y a un rapport entre la personne et le type de psychothérapie. Il faut que ça soit, qu'il y ait de compatibilité des humeurs quant aux approches psychothérapeutiques. Et les psychiatres, eux, ils ont cherché 50 ans des biomarqueurs ou des marqueurs cognitifs ou des marqueurs psychopathologiques pour les diagnostics dans le DSM ou le IED de l'autre système diagnostique. Et il s'est avéré qu'il n'y a aucun test biologique, cognitif ou psychopathologique pour aucun diagnostic de troubles psychiques. On n'a pas réussi à trouver un. Alors ça, c'est un résultat extrêmement intéressant. Le résultat des recherches en psychologie et psychiatrie, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de trouvailles. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant parce qu'apparemment, les troubles mentaux, c'est pas quelque chose qui peut entrer dans la science linéaire classique, c'est quelque chose plutôt de la science de la complexité, où il n'y a pas prédiction ou standardisation, où il y a seulement unicité pour chaque personne et émergence des symptômes et un pronostic incertain. Alors ça, est très intéressant, mais ça n'a pas été accepté encore par les psychologues et les psychiatres. Les psychologues et les psychiatres disent qu'il faut continuer à rechercher, il faut des magnets plus forts pour mettre les gens dans le scanner et faire l'imagerie cérébrale, tout ça, on va trouver. Les psychologues disent on va désigner des psychothérapies nouveaux, ça va marcher, etc. Mais je ne pense pas que ça va aboutir à quelque chose. Alors, bien sûr, il y a les autres scientifiques, ils regardent la psychiatrie et la psychologie, ils disent qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que selon Thomas Kuhn,
un scientifique, un épistémologue. Il a dit qu'en fait, selon les critères de ce que c'est une science, la psychiatrie et la psychologie n'entrent pas dans la définition d'une science mature. C'est plutôt une science qui essaye de s'établir, mais qui n'a pas encore détecté des paradigmes valides pour le champ de travail. Et bien sûr, il y a Michel Foucault qui a dit les psychiatres et les psychologues ont une fonction surtout de pouvoir, d'essayer d'appliquer le pouvoir. Ils ont le pouvoir de définition sur ce que c'est un trouble mental et ils utilisent ces pouvoirs de définition pour régler les affaires et tranquilliser la société parce qu'il y a beaucoup de gens avec des troubles psychiques. Et Pierre Bourdieu, bien sûr, c'est un sociologue très connu. Ils disent que s'il y a une science qui n'a pas abouti à quelque chose, ce qu'il y a, c'est une espèce d'habitus, un narratif qui est très convaincante, qu'on utilise pour convaincre la société que les psychologues et les psychiatres doivent être considérés comme des spécialistes et qu'on doit consulter toujours un spécialiste, sinon on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors, ces criticismes sont très anciens, mais ils sont réactualisés maintenant parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de résultats consistants et pas de réplication dans la science psychiatrique psychologique. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on sait vraiment des troubles psychiques? On sait deux choses très importantes. Ce qui a démontré, sans doute, c'est que les troubles psychiques sont publics, c'est-à-dire il y a un taux de prévalence qui est très élevé parce que à l'Europe, par exemple, 25% de la population dans un pays, Luxembourg, France, Hollande, 25% annuellement a un trouble psychique qui peut être diagnostiqué à travers le système diagnostique classique, le DSM. Euh, et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est public. Il y a une prévalence très, très, très élevée. Et la capacité des troubles, la capacité des services de santé mentale, bien sûr, ils n'ont pas de capacité de traiter 25% de la population annuellement. C'est complètement impossible. En général, les pays ont une capacité de pouvoir entre 5 et 9, 8% de la population pour traiter. Alors déjà, on voit qu'il y a un décalage énorme entre le caractère public des souffrances psychiques et la capacité des services de santé mentale. Euh, cette situation demande un autre système, une autre approche, c'est l'approche de santé publique, bien sûr. C'est une autre approche. Ce n'est pas spécialisation et traitement individuel, c'est plutôt trouver les facteurs de risque et attaquer les facteurs de risque des troubles psychiques et aider les enfants à connaître les facteurs de risque et augmenter la résilience des enfants dans la société. C'est une autre approche qu'on a besoin, déjà. Il peut y avoir, bien sûr, le spécialisme aussi. Oui? T'as une question? Jim, peut-être pour notre public, est-ce que tu peux définir en quelques mots les mental disorders? Qu'est-ce qui rentre dans les 25%? Oui, d'accord. Alors, les 25%, c'est surtout anxiété, dépression, addiction. Ça sont les troubles les plus prévalents. Et puis, il y a les troubles sévères, plutôt sévères, c'est psychose, troubles bipolaires, etc. Ils ne sont pas très nombreux, bien sûr, mais ils ont beaucoup de besoins et ils ont besoin de beaucoup d'aide. Alors, il faut un service mental bien équipé, surtout pour les gens avec besoin de soins
importante. Et c'est pour ça que j'ai dit, parce que s'il y a 25% de prévalence, on est tout le temps occupé, on n'a pas le temps de voir les gens avec psychose, par exemple. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les troubles mentaux sont sociaux. Pourquoi? Parce que on voit que dans tous les pays européens, il y a une augmentation importante des troubles psychiques, surtout chez les gens jeunes. Et c'est partout. C'est en France, en Luxembourg, en Suisse, en Hollande, c'est partout. Et bien sûr, c'est pas génétique et c'est pas cérébral parce que la biologie n'a pas changé dans les dernières 20 années. Ça doit être quelque chose dans l'environnement. C'est social. Alors, on sait qu'il y a des facteurs collectivistes, sociaux, qui impactent les jeunes de façon qu'il y a une augmentation des troubles mentaux. Alors, public et social. Puis, on a psychose. Psychose, bien sûr, c'est très important dans la psychiatrie, mais surtout parce qu'on a mystifié complètement l'expérience psychotique. La psychose est très commune, ça fait partie de notre fonctionnement humain et c'est surtout quelque chose qui est associé avec anxiété, dépression, avec troubles de l'humeur. S'il y a un trouble affectif, il va y avoir un peu de psychose toujours. Pourquoi? Parce que psychose, c'est en fait, c'est simplement le rapport signal et bruit dans notre perception de l'environnement. Alors, par exemple, il y a des personnes qui voient peu de signal dans le bruit, il y a des personnes qui voient plus de signal dans le bruit d'autrui qui est tout le temps autour de nous. Et alors, il y a des gens qui voient beaucoup, il y a des gens qui voient moins, mais surtout si on a un trouble affectif, on commence à avoir plus de signal dans le bruit d'autrui, dans la vie quotidienne, de façon qu'il peut y avoir aussi un signal psychotique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes dans un taxi à Paris et vous vous sentez bien et le chauffeur, il est à l'aise, il fait son truc, vous avez bien dormi, vous n'êtes pas dépressif, vous ne devez pas consommer de cannabis, tout va bien, on s'en va et la situation est comme ça. Mais la perception psychotique, c'est voir un signal dans le bruit d'autrui. C'est quand on, par exemple, on est fatigué, on a consommé un peu de cannabis, on est anxieux parce qu'on n'a jamais été à Paris, on ne sait pas s'il est fiable, le chauffeur taxi. Et ce qu'on voit, soudain, c'est le chauffeur taxi qui nous regarde d'une façon un peu suspecte et commence à passer, mais c'est pas vrai. Il va me faire quelque chose. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut nous passer à nous tous. Et en fait, c'est ça la psychose. C'est simplement que on voit le monde autour de certaines façons qui est lié à nos émotions et autres facteurs. Et on peut avoir une déviation psychotique, si vous voulez, qui est comme ça. Alors, il n'y a rien de mystérieux de psychose. Bien sûr, il y a des différences individuelles. Il y a des gens qui sont aptes à avoir beaucoup plus et beaucoup plus rapidement des signaux dans l'environnement et il y a des gens qui sont très peu susceptibles, mais c'est quelque chose entièrement humain et c'est très commun. Ça, c'est un peu une blague parce que ça, vous connaissez peut-être le Sun, c'est un tabloïd anglais horrible. Et ici, ils ont écrit parce qu'on a fait un dépistage en Angleterre. On a cherché des symptômes de paranoïa dans la population générale et on a trouvé que 30%
des Bretons, des Anglais, avaient des pensées paranoïaques dans l'année passée. Et alors, ils étaient très confus, bien sûr, mais en fait, il y a beaucoup de dépistage maintenant, beaucoup de surveys qui ont fait ça. Des expériences qu'on dit psychotiques, en fait, sont extrêmement prévalentes dans la population générale. On peut avoir des pensées paranoïaques tous les jours. Moi, je travaille dans une université, bien sûr. Sait-on jamais, non? Peut-être un collègue veut te mettre dans le placard, il va prendre ton secrétaire, etc., etc. On est toujours menacé. Bien sûr qu'on a des pensées paranoïaques de temps à autre, c'est tout à fait normal. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a un besoin de soins directement, parce que ça passe. Normalement, on se correcte. On correcte ses pensées paranoïaques et parfois, ça persiste. Et là, on a un problème, bien sûr, il y a un besoin de soins. C'est différent. Mais en base, la recherche suggeste que le processus psychotique est un processus humain et dans la psychose, les gens paraissent confus, mais en fait, si on analyse ce qu'ils disent, c'est toujours une métaphore de quelque chose de normal humain. Il s'agit des soucis et des anxiétés qu'on a tous. Par exemple, qui suis-je? Euh, où vais-je? Quelles sont mes relations avec ma famille? Euh, euh, toutes ces questions existentielles qu'on a tout le temps, ça apparaît dans la psychose, mais dans une forme un peu confuse. Pas linéaire, directe, c'est indirect, c'est une métaphore. Mais on peut parler avec psychose si on se réalise que c'est un métaphore pour des anxiétés, des soucis normaux humains. Et c'est ça qui est important. Alors, le pire qu'on peut faire dans ce cas-là, le pire qu'on peut faire, je suis convaincu, et il y a beaucoup de gens avec moi, psychiatres aussi, le pire qu'on peut faire en ce moment, qu'on sait qu'on peut comprendre psychose, qu'on peut expliquer psychose, qu'on peut parler avec psychose, c'est dire à quelqu'un, votre diagnostic est schizophrénie. Un mot grec qui mystifie l'expérience, qui suggeste que le psychiatre peut comprendre ce qui se passe parce qu'il connaît ce mot grec et la science qui va avec. Et toi, le patient, tu sais rien. Alors tu dois faire ce que le psychiatre dit parce que tu as schizophrénie. Et en plus, il mystifie avec le mot grec qui est esprit divisé ou quelque chose comme ça. Il ne s'agit pas d'un esprit divisé, bien sûr, mais aussi dans la connotation de la schizophrénie, c'est mauvais pronostic. Les psychiatres ont utilisé le terme de la schizophrénie de façon qu'il qu'il y ait une connaissance de mauvais pronostics. Et ça, il y a une règle dans la médecine, jamais faut-il confondre diagnostic et pronostic. Il faut jamais diagnostiquer une personne avec un mauvais pronostic. On ne fait pas ça dans la diabète. Dans la diabète, il y a extrêmement de variations pronostiques. Mais on ne va pas dire à quelqu'un, vous n'avez pas diabète, vous avez schizosomatose. Et schizosomatose, c'est extrêmement grave. Votre diabétisme va aboutir à quelque chose de très grave. On fait pas, on accepte qu'il y a un pronostic incertain. Même avec le diagnostic schizophrénie, on ne sait pas. Le pronostic est variable. Mais il y a une connotation de mauvais pronostic. Et aussi, les psychiatres ont utilisé le terme pour donner une connotation biologique. Il y a une suggestion, de façon qu'on parle de la schizophrénie, qu'il y a quelque chose de mauvais dans le cerveau, qui ne marche pas dans le cerveau. Et on sait que
c'est très stigmatisant de parler d'une maladie de façon de mauvais pronostic et d'origine biologique. On pensait auparavant que ça allait allévier, améliorer le stigma, mais en fait, on a vu, c'est pire. Si le public pense que c'est biologique, c'est plus, il n'y a plus de stigma. Alors, le diagnostic de schizophrénie n'est pas scientifique parce qu'il y a différentes définitions, ça change tout le temps, les critères, il y a beaucoup de critères et beaucoup de combinaisons de critères, alors c'est très confus, c'est ce que c'est, et scientifiquement, ça n'existe pas. Et là, déjà, il y a un psychiatre très fameux hollandais, Herman van Praag. Il a 95 ans maintenant. Et déjà, dans les années 60, 70, il a écrit c'est un concept impossible. La schizophrénie, c'est un concept impossible. Il faut pas utiliser. Et il a conclu, est-ce que ça même existe, cet concept nosologique? Bien sûr, les besoins de soins existent, les patients existent, la souffrance existe, bien sûr, mais le concept de la schizophrénie n'existe pas. Et c'est ça qui est étonnant. Alors, ce qu'on a dans le DSM ou le ICD, qu'on utilise en Luxembourg, je pense, il y a beaucoup de différents diagnostics parmi le spectre de psychose. Et schizophrénie, on n'utilise plus, mais en fait, il y a schizoaffectif, schizophréniforme, trouble délirant, trouble bref, etc., etc. Et en tous, la prévalence, la prévalence est de 3,5% dans la population. C'est assez. 5,5%, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens avec un trouble psychotique, mais ce qu'on fait toujours, on parle seulement de schizophrénie et on pense que c'est 1% de la population. Non, il y a presque 4% de la population qui ont un besoin d'aide par rapport à symptômes psychotiques. Alors, il faut avoir des services aussi qui peuvent prendre en compte, qui peuvent donner ces soins à 13,5% de la population. Ce n'est pas 1%. C'est un spectre de psychose, mais on parle seulement de schizophrénie, on fait que les autres n'existent pas. Alors, ça, c'est un grand problème parce qu'il n'y a pas assez de services pour les gens avec symptômes psychotiques. C'est parce qu'on a toujours regardé schizophrénie, 1%, non, 3,5%. C'est ça qui est important. Alors, schizophrénie aussi nous a fait aveugles pour le vrai besoin de soins de la population générale. Et en fait, ce que psychose, c'est simplement un mélange, si vous voulez, de différentes altérations. Il peut y avoir des altérations dans ce qu'on appelle le reality testing, c'est-à-dire le rapport signal-bruit. Et il y a des troubles affectifs, il y a des troubles cognitifs, il y a des altérations motivationnelles dans le syndrome. Et c'est un spectre, et chaque personne se va trouver quelque part dans le spectre, mais c'est différent pour tous. C'est différent pour tous. Et ils peuvent changer aussi dans le spectre. Et ce qu'on a essayé avec le DSM et la psychiatrie, on a essayé de définir des concepts dans ce spectre, dans ce mélange des altérations, mais on ne trouve pas. Et on va changer, on va essayer, si on change un peu ça, on change un peu ça, il y a des SM3, il y a des M4, il y a des M5, mais on n'arrive pas. On change tout le temps et on n'arrive pas parce qu'on refuse de voir que c'est un spectre qui est mal délimité et que toutes les personnes ont leur propre diagnostic où ils se trouvent dans le spectre. C'est ça la situation. Alors moi, je faisais partie du comité de DSM-5
Le DSM-5, on utilise en Luxembourg ou on utilise les ICD? On utilise, non? Oui, on connaît au moins. Et Will Carpenter était notre chair, notre président. Et on allait en Amérique tous les 5 mois, 4 mois, on allait en Amérique, à Washington, et on se mettait dans un hôtel et on commençait à décider qu'est-ce que c'est schizophrénie, qu'est-ce que c'est schizoaffectif. Il n'y a pas de science dans tout ça, c'est juste des psychiatres dans un hôtel et voir si on va changer les critères ou pas. Et c'est un processus très intéressant parce que vous voyez qu'on était là sont les membres, là c'est moi par exemple, on était en train de pleurer tout le temps. Pourquoi on pleurait tout le temps? Parce que on voulait l'attention du président, parce que tout le monde avait ses idées propres pour changer schizophrénie, schizoaffective, tout ça. On veut tout le temps changer les critères parce que personne ne sait en fait ce que c'est. Alors tout le monde a des idées. Alors, ce qu'on a fait, en fait, on voulait faire quelque chose de spécial. On a dit dans la comité, bon, autisme, maintenant, c'est un spectre. Auparavant, il y avait des maladies. Maintenant, c'est plus des différents diagnostics. C'est un spectre de neurodiversité, si vous voulez. Ce qui est très sain, c'est dire qu'on ne sait pas, c'est vague, c'est un spectre. Tout le monde est quelque part dans le spectre. Alors, on pathologise pas. Et addiction maintenant dans le DSM, c'est un spectre aussi parce qu'il y a beaucoup de comportements addictifs. Il y a des personnes qui ont deux ou trois, il y a des personnes qui ont cinq ou six, il y a des personnes qui ont 11 ou 12. Alors, c'est un spectre aussi. Et on s'est dit, pourquoi on ne va pas abandonner tous ces différents diagnostics de schizophrénie, schizoaffective, etc. Et on va dire, c'est un spectre humain. Toutes les personnes, tous les êtres humains sont quelque part dans le spectre, et si on est très élevé dans le spectre, il y a une grande probabilité qu'on va avoir besoin de soins. Et ça, c'était un concept très intéressant. Bien sûr, ça n'a abouti à rien parce que les gens du DSM, le American Psychiatric Association, Association psychiatrique américaine, a dit impossible parce que euh, les soins sont remboursés par diagnostic. Les gens gagnent son argent, les psychiatres gagnent son argent avec des diagnostics concrets. Si on va introduire un spectre, les remboursements vont être spectrales aussi. On ne veut pas ça. On veut quelque chose de très clair, délimité, catégorisé, etc. Alors, les raisons de non changer, de ne pas changer, n'étaient pas scientifiques, étaient économiques. Très intéressant. Alors, avec tout ça, on doit se demander si c'est ça l'état de la psychologie et de la psychiatrie. Qu'est-ce qu'on fait en Europe pour les gens avec des troubles mentaux? Et ça, c'est un article que j'ai écrit en 1994, il y a longtemps, il y a 30 ans, et on s'est dit, les soins psychiatriques en Europe sont pas bien. Il n'y a pas, et l'histoire des soins psychiatriques en Europe, c'est qu'il y a toujours des changements, mais chaque fois, les changements, en fait, c'est pour épargner de l'argent. C'est pas pour améliorer, c'est pour épargner, parce qu'il y a quelque chose qui est plus important. Euh, et c'est ça le grand problème. Euh, le grand problème, c'est qu'il faut nous vraiment demander comment organiser des soins psychiatriques en Europe. Qu'est-ce qu'il faut essayer et comment il faut emmener les psychiatres et les psychologues dans un modèle qui fonctionne bien. Et alors, la première chose, on s'est dit en Hollande, c'est bien, ça commence à pénétrer. On a dit en Hollande, il faut plus parler des troubles mentaux de façon que de dire à la personne, vous avez un problème dans votre tête, c'est votre problème, mais vous savez rien, vous êtes une malade, moi je sais tout, moi je suis le spécialiste,
Moi, je connais le diagnostic, alors je vais vous diagnostiquer et je vais vous fixer. On sait que c'est pas comme ça. On sait que les troubles mentaux, c'est quelque chose de complexe qui est associé avec des facteurs sociaux. Et il faut surtout diagnostiquer, oui, il faut diagnostiquer le syndrome, les symptômes, bien sûr, c'est très important, mais il faut aussi diagnostiquer le contexte. D'où vient cette imbalance psychique? Est-ce qu'il y a des facteurs, des traumatismes de l'enfance? Est-ce qu'il y a des facteurs somatiques ou génétiques? Est-ce qu'il y a des facteurs sociaux ou existentiels même? On sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent donner une imbalance et aussi psychotiques. La génétique de la psychose, très intéressant. Vous connaissez peut-être un peu là. Euh, la génétique de la psychose, on a étudié pendant 50 ans. Ce qui s'est avéré, c'est que tout le monde, mais tout le monde, a des milliers de variants de risque génétique pour développer un trouble psychotique. Et si on pense un peu, c'est normal. Bien sûr, on a tous une susceptibilité psychotique pour la psychose, parce que la psychose, c'est notre capacité unique de voir, de régler le rapport signal-bruit dans l'environnement. C'est notre capacité de voir signification dans l'environnement. Alors, c'est normal qu'on a tous des troubles, des variantes de risque. Il y a des personnes qui ont plus. Moi, j'ai plus probablement que moyen, je suis sûr, parce que j'ai beaucoup de membres de famille avec psychose, mais c'est aussi fonctionnel. Ça me permet de voir beaucoup de significations dans l'environnement que parfois est utile, par exemple en sciences. Alors, c'est pas linéaire tout mal. Alors, on dit qu'il ne faut plus parler de ces fonctions de schizophrénie, quelque chose dans la tête, votre problème psychologique. Il faut voir qu'est-ce que c'est ton problème psychotique. Comment ça marche avec, qu'est-ce que c'est l'environnement et la signification unique pour toi. Et ce qui est très important, en Amérique et en Luxembourg, c'est de convaincre les cliniciens qui font partie très importante, bien sûr. On a besoin des lits, on a besoin des médicaments, on a besoin de tout ça, mais si on a seulement ça et si on ne collabore pas avec les soins sociaux et les soins existentiels, c'est-à-dire vous avez ça aussi, ou vous aviez ça aussi en Luxembourg, j'ai compris, par exemple, les collèges de rétablissement où on fait des soutiens par les pairs qui peut être très efficace. Il faut avoir un écosystème, un écosystème où les gens participent dans les soins, inclusif les patients avec soutien par les pairs et les collèges de rétablissement. On a maintenant 400 collèges de rétablissement en Hollande. C'est très bien, mais c'est trop peu encore. Il faut beaucoup plus. Et le grand avantage, c'est que les cliniciens ils ont besoin de notre forme de travailler. C'est pas utile de se enfermer dans la psychiatrie et dire, moi, je fais les symptômes, moi, je suis uniquement là pour réduire la symptomatologie. Non, il faut travailler avec les gens dans le soin social et improviser surtout et aider de façon que les gens ont une vie, ont quelque chose à faire, travaillent et tout ça. Extrêmement important. Et aussi, le soutien par les pairs peut être plus efficace parfois que le soin psychiatrique. Il faut surtout laisser que les gens puissent choisir ce qu'ils ont besoin à quel moment. Mais on sait tout que mon fils, par exemple, il dit, moi j'ai un niveau d'énergie très spécial
Et parfois, j'ai des idées complètement, oui, que vous dites, je suis malade, mais moi, j'ai des idées très spéciales. J'ai une énergie très spéciale. Vous dites que je suis maniaque. Moi, je dis, j'ai quelque chose à faire. Et si vous continuez à me dire que je dois prendre des médications, c'est tout ce qu'on m'a dit, je ne vais pas collaborer. Si on me dit, on va essayer de t'aider avec les études, avec un travail, avec quelque chose à faire, surtout rapport avec les autres, avoir des contacts sociaux, extrêmement important. Si on n'aide pas les gens diagnostiqués à avoir ça, les gens vont pas participer. C'est logique. Et il y a trop peu de ça. Je pense que les soins sociaux, c'est très important et les psychiatres, les psychologues, ils doivent se situer surtout ici et travailler ici. Et aussi, il doit y avoir beaucoup plus de ça parce que les rapports entre eux, ça peut donner beaucoup contre la suicide, contre la dépression, contre la souffrance, si on a des endroits comme les collèges de rétablissement. OK. Alors, le modèle où il y a des spécialistes comme psychiatres et psychologues qui ont une spécialisation biologique ou académique, et aussi laisser qu'il y a des collèges de rétablissement qui font des choses très intéressantes, mais complètement différentes de ce modèle spécialiste. Par exemple, chez nous, les collèges de rétablissement, ils ont des groupes pour les gens qui ont des hallucinations auditives, qui ont des voix. Et les groupes, ils sont ensemble, ils font des échanges sur le contenu de ce qu'ils disent les voix, et leur théorie d'où viennent les voix, et leur coping, comment faire si on a des voix qui te disent que tu dois te automutiler ou que tu dois te adonner à quelque chose, etc. Et ce modèle est très intéressant parce que ça fonctionne. C'est pas que c'est scientifique ou scientifiquement évalué, mais déjà le fait qu'on peut parler sur ces expériences et apprendre l'un de l'autre est très efficace dans un environnement qui est aussi social. Alors, pour marier ces deux approches dans une service, c'est très difficile parce que les psychiatres, psychologues, ils disent que mais on ne peut pas travailler avec, c'est pas, ils sont contre nous, ils ne sont pas scientifiques, etc. Mais c'est juste ça, il faut avoir aussi une force un peu contre, un peu différente parce que c'est très attrayant pour nos membres de famille qui cherchent quelque chose et qui veulent apprendre des choses aussi. Alors, ça s'appelle, avec un mot un peu compliqué, le pluralisme épistémique, c'est-à-dire de, de accepter qu'on peut voir la souffrance psychique à travers des lunettes différentes, des prismes différentes. Il n'y a pas une seule approche, il y a beaucoup d'approches, ils sont tous valables. Alors, et ça aussi, ce qui est très important, il y a confusion, il y a confusion sur le facteur qui est le plus efficace pour les gens avec souffrance psychique, surtout psychose. Oui, bien sûr, les médicaments antidopaminergiques ont un rôle dans le processus, ils peuvent être très efficaces, mais à long terme, ce qui, ce qui vraiment contribue à une personne qui cherche sa vie avec psychose, la chose qui contribue le plus, c'est quelqu'un qui t'aide depuis une relation thérapeutique. Mais ça peut être un autre patient, ça peut être un membre de famille, ça peut être un professionnel, mais c'est surtout quelqu'un qui te suit, qui te laisse pas tomber, qui est là pour toi à long terme, pas les gens qui changent tout le temps, ça ne marche pas, mais une relation
qui te permet de chercher tes solutions, quelque chose qui va marcher pour toi est inconditionnel. C'est ça qu'on doit organiser dans le service. Le suivi de long terme avec relation, avec quelqu'un qui est là. Et on sait, scientifiquement, on sait ça à travers l'effet placebo dans la souffrance psychique. C'est-à-dire, si on fait rien, l'effet de ne faire rien est presque aussi efficace qu'un traitement actif. Et c'est ça un peu, c'est très intéressant parce qu'en oncologie, on n'a pas ça. Mais en psychiatrie, le fait qu'il y a un rituel avec quelqu'un qui est intéressé, qui fait une relation avec toi, qui te suit, qui explique, qui dit, bon, on ne peut pas faire quelque chose maintenant, mais on va essayer, on va continuer. Ça, c'est ça l'effet placebo qui est presque aussi efficace qu'un traitement psychothérapeutique ou pharmacologique actif. Et c'est ça qui est impressionnant de notre profession. C'est pour ça qu'il faut organiser. Parce qu'on n'aime pas l'effet placebo, parce que l'effet placebo, on aime dire c'est nous qui fait l'effet. Et certes, c'est vrai, mais c'est pas à travers un traitement technique, c'est à travers notre capacité de se relationner avec quelqu'un et aider la personne à travers de cette relation. Alors, ça, c'est le dernier que je vais présenter parce que s'il y a collaboration entre soins psychiatriques, sociaux et existentiels, avec des collèges et établissements, on peut organiser beaucoup plus facilement ce qu'on a tellement besoin et c'est ce qu'on appelle en anglais le social holding. Je ne sais pas comment traduire en français, c'est quelque chose comme captiver socialement ou canaliser socialement la personne. Euh, T'as une idée, Eric? Pendant que tu parles, je cherche sur DeepL. Je Ah, reviendrai d'accord, là-dessus. d'accord, d'accord. Mais social holding, c'est quelque chose qu'on a besoin parce que nos membres de famille, parfois, ne sont pas linéaires dans leur comportement. Ils ont un comportement que la société ne reconnaît pas, qu'on dit ils sont étranges, ils sont psychotiques, c'est stigmatisé. On a besoin d'une approche de façon que même les gens avec un comportement un peu non linéaire, difficile, peuvent faire partie de la société. Ils peuvent travailler, apprendre, faire quelque chose. Et vous connaissez peut-être le film Hors Normes. C'est un film à Paris, un film français fantastique sur des éducateurs, une équipe des éducateurs qui travaillent un peu officiel, mais surtout un peu non officiel à Paris avec les gens les plus difficiles, les gens jeunes, complètement oubliés, difficiles, parfois violents, parfois psychotiques, parfois, etc. Et que personne ose toucher. Et on voit le travail qu'ils font. Ils commencent à se relationner de façon qu'ils commencent à comprendre, de façon qu'il y a une espèce une façon de travailler avec eux, de chercher des expériments de ce qu'ils peuvent faire. Et c'est ça qui marche très bien, cette approche. Mais il faut organiser. Et c'est une combinaison de toutes ces choses qu'on a. Il y a aussi Open Dialogue de Finlande. J'ai parlé un peu avec Eric sur ça. Open Dialogue, c'est très intéressant parce qu'en fait, on fait ça aussi à Utrecht maintenant. Open Dialogue, c'est, par exemple, dans une famille, il y a une grande crise parce que une personne a une crise psychotique. Il y a les parents, il y a les frères et sœurs, tout le monde est en crise. Et ce qu'on fait en ce moment, selon Open Dialogue, c'est pas que la personne va à l'hôpital, mais c'est que l'hôpital va à la personne. C'est très intéressant. Il y a, par exemple, un psychiatre, une infirmière et un expert par expérience
quelqu'un qui a connu la psychose. Et ce qu'on commence à faire, c'est parler au seuil de la famille. Et on dit à la personne, tu peux inviter quelqu'un, tu as un ami qui est important pour toi. Alors, et on commence à parler. Et c'est un dialogue un peu étrange au début parce que la personne est non linéaire, psychotique, mais peu à peu, on voit que ça peut calmer extrêmement les choses. Et après, on peut rester dormir, par exemple, l'équipe, le Open Dialogue, on reste dormir, on canalise la crise sans qu'il y ait une admission qui peut être très traumatisante, bien sûr, pour la personne. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça, mais il faut organiser. C'est le plus difficile de tout, d'organiser de façon qu'il y a social holding. Et tout le monde sait qu'on a besoin de ça. OK. Alors, Jim, pour Yeah. social holding, je propose encadrement social ou bien participation sociale. Oui, voilà, encadrement, encadrement, parce que participation, c'est une chose, mais encadrement, déjà, on peut exister dans la société, même si on est non linéaire, parce que c'est très stigmatisé. C'est ça qui est nécessaire aussi, le encadrement. Voilà. Alors, je suis à la fin. Euh, voilà, je redonne la parole à toi, Eric, s'il y a des questions. Merci beaucoup, Jim, pour cette présentation. En tout cas, j'ai appris, nous avons appris beaucoup de choses ce soir. Je note en tout cas qu'il n'y a pas un seul modèle, une seule définition de schizophrénie. Tu as donné l'exemple toi-même de cette réunion dans un hôtel, mais je suis sûr que c'était pas une seule réunion, s'il y en avait plusieurs autour du DSM, donc où on demande aux participants, ben maintenant, voilà, donnez-moi une définition scientifique, médicale de la schizophrénie, et on s'aperçoit, tu l'as dit toi-même, qu'il y a autant de définitions qu'il y a de personnes autour de la table. Donc ça, c'est déjà là un sujet à discussion, un sujet qui est ouvert. Et on s'aperçoit aussi que ce n'est pas seulement une définition médicale, mais qu'on a besoin et qu'il y a une réponse pas seulement médicale, mais qu'on a besoin d'une réponse sociale et d'une réponse existentielle, d'une réponse aussi de la part d'autres personnes concernées. Donc, tu nous as bien décrit cela dans tes slides, qu'il n'y a pas l'aspect pharmaceutique est une chose, mais il y a d'autres aspects qui augmentent la participation de ces personnes dans une vie sociale plus active. C'est très important aussi pour nous, pour la FPL, ce que tu viens de dire. C'est pour ça que je me permets de le répéter. Euh, je voudrais revenir sur deux points et après je vais reprendre l'une ou l'autre question. Tu as parlé du DSM, bien sûr, nous l'utilisons, enfin nous pas l'association, mais il est utilisé dans le secteur médical au Luxembourg. Est-ce que on peut te demander ton point de vue sur le DSM? Il y a eu le DSM 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on en est à la version 5 ou 6 maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu penses du DSM? Est-ce que c'est quelque chose dans le domaine santé mentale, bien sûr, je ne parle pas du reste. Oui, Euh, oui. Est-ce que tu penses que c'est un livre en fait, hein? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'utile? Est-ce que toi tu t'en sers ou est-ce qu'on le met à la poubelle et on discute d'autre chose? Oui. Alors, en fait, ce qu'on avait dit dans la comité de DSM-5 pour la psychose, on avait dit schizophrénie, schizoaffective, tout ça, c'est pas utile. C'est pas utile et c'est pas bien non plus parce que ces concepts nosologiques n'existent pas. Euh, Ce qui serait le mieux, on a dit, c'est que le DSM qui a 400 diagnostics se transforme en quelque chose qui a 20 diagnostics. Par exemple, spectre d'autisme, spectre d'addiction, spectre de troubles affectifs, spectre psychotique. Et ça permet de dire aux patients, bon, ce qui se passe,
hein, les diagnostics, nos diagnostics ne sont pas exacts, mais c'est probable que tu es quelque part dans le spectre psychotique. Alors, pour comprendre ce que c'est pour toi, où tu es dans le spectre, on va voir uniquement pour toi les circonstances, les symptômes, les possibilités de traitement. Et c'est unique pour toi, parce que tu es quelque part dans le spectre. Ça c'est beaucoup plus scientifique et beaucoup plus collaborateur dès le départ. Parce que si on a besoin de quelque chose, c'est une approche collaboratrice avec le patient. Et si on a dit, vous avez schizophrénie, c'est pas collaboratif, pas du tout. Très bien. Merci pour ces éléments. J'aimerais revenir aussi sur quelque chose qui nous a beaucoup fait discuter en interne dans notre association et aussi parmi nos membres, le fameux 1% de personnes avec troubles mentaux. Est-ce que tu sais d'où vient ce 1%? Toi, tu as expliqué dans un slide les différentes, tu as Oui, détaillé et tu arrives à 3,5%. Mais oui, est-ce que tu peux revenir brièvement sur ce fameux 1% qui existe depuis des années? D'où est-ce que ça oui, vient? Est-ce que tu connais l'origine de ce 1%? oui, oui, oui. L'origine de cet 1%, c'est les études de l'Organisation mondiale de santé. Ils ont fait des études de dépistage de prévalence, d'incidence dans le monde entier. Mais le problème, c'est qu'après, en Finlande, on a eu une autre approche qui était beaucoup plus complète et qui était diagnostiquement beaucoup plus ample. Parce que si on cherche seulement le syndrome de schizophrénie et on n'inclut pas schizoaffectif et tous les autres troubles psychotiques, on va trouver 1%, bien sûr. Mais les faits, en Finlande, ils ont un système de registrement très complet pour tout le monde. Alors, ils ont examiné et ils ont conclu, ce n'est pas 1%, c'est 3,5%. Et c'est ça qui a été accepté maintenant. On sait qu'il y a beaucoup plus de spectre psychotique. C'est pas rare du tout. Eh bien, merci de nous avoir éclairés sur ce mystère. En tout cas, je reprends un thème et je vais répondre aux questions que tu as insisté et que je rappelle ici. Tout le monde, en fait, a une psychose, un trouble mental. Chez certaines personnes, ça va être un petit peu de paranoïa dans certaines situations particulières. Chez certaines personnes, ça va être un peu d'anxiété dans d'autres situations. Donc, tu as bien insisté sur le fait que nous tous ici qui sommes à cette conférence et Oui, ailleurs, nous oui, avons tous des troubles mentaux. On est bien d'accord là-dessus. oui, Ce qui est plus, ce qu'il faut apprendre à gérer par des professionnels, avec l'aide des professionnels, c'est quand ces troubles peuvent être handicapants dans la vie de tous les jours, on va dire oui, comme ça. Donc oui. ça, on l'a bien compris et nous sommes tout à fait heureux que tu aies répété et insisté sur ce point. Je vais prendre maintenant quelques questions. Je vais commencer très vite par la fin parce que quelqu'un me mentionne ici que le DSM-5 pardon, est consulté au Luxembourg, mais que les diagnostics sont encodés selon le ICD-10. Voilà, ça c'est dit. Merci Ah, beaucoup pour cette remarque. Il y a quelqu'un qui demande si la démence trouve des points communs avec les troubles mentaux. oui, parce que la démence, en fait, c'est un spectre aussi. Il y a eu une grande discussion parce qu'on a dit en fait que la démence, c'est quelque chose qu'on a tout aussi. C'est un spectre et qui est inclus de façon qu'on vieillisse. Mais la démence chez la personne senior n'a rien à faire avec la psychose d'un jeune. C'est pas le même mécanisme. En fait, la démence a un mécanisme qui est démonstrable dans le cerveau. C'est quelque chose.
anatomiquement et qu'on peut démontrer avec un microscope et une imagerie cérébrale. La psychose, il n'y a rien à voir avec les imageries cérébrales et avec les études post-mortem, les études de cerveau. Alors, oui, conceptuellement, il y a un rapport parce qu'ils sont des spectres, les deux, mais c'est spectres différents. Très bien, merci beaucoup, Jim. Une autre personne demande par rapport au slide du social holding. Tu fais un petit listing avec diverses approches. Est-ce que tu peux dire deux petits mots supplémentaires sur le social holding? C'est un thème intéressant pour nous. Oui. Alors, ça, non? Oui. Oui, Oui. Alors, socialing, c'est beaucoup. Par exemple, ben, vous connaissez beaucoup parce que la réhabilitation, révalidation, c'est une technique très connue. Le resource group, ça c'est très important. C'est une technique de toujours travailler avec un groupe. Pas seulement les parents, mais aussi un ami, un professeur de l'école, avec un infirmier peut-être. Alors, on doit travailler dans un resource group, les gens se connaissent, les gens sont dans une app ensemble, ils prennent contact avec eux. Et c'est une bonne technique parce que comme ça, c'est pas toujours les parents qui doivent faire tout, mais il y a un groupe de support qu'on peut organiser. C'est une façon de travailler très bien. Le rétablissement de collège de rétablissement, vous connaissez, je pense, ça vient d'Amérique. Il y en a beaucoup maintenant en Angleterre, en Hollande. Ça commence dans le reste de l'Europe aussi. À Lille, en France, il y en a aussi. et Housing qu'est-ce First. que c'est en fait le Recovery College? C'est Alors, un oui, regroupement de personnes oui. qui Alors, s'entraident ou comment ça se passe? C'est un endroit où il y a, où on dit, ici on apprend. C'est pas un endroit où on dit, ici on fait des traitements, mais c'est dit, on apprend. Et si tu écoutes tes voix et tu bois trop d'alcool et tu es suicidaire, tu peux venir ici toujours. Et il n'y a pas d'administration, rien. Tu peux venir comme ça. Et si tu veux, il y a un groupe toujours sur, par exemple, comment agir avec suicidalité. Et le groupe est organisé par quelqu'un qui a été là, qui a vécu suicidalité, addiction, et qui va apprendre aux autres comment tu peux sortir de là. Et tous les groupes sont comme ça. Alors, c'est complètement organisé et run par les experts par expérience. Un concept très intéressant parce que c'est très populaire, bien sûr. Alors, Housing First, c'est une technique de toujours avoir une maison d'abord, toujours solutionner que les gens n'ont pas un endroit à vivre. Les retreats, c'est aussi c'est quelque chose que, par exemple, si tu as des voix, tu écoutes tes voix, ils sont tellement lourds que tu peux pas être seul à la maison. Tu peux aller à collège de rétablissement et faire un retreat, rester quelques jours pour parler avec les gens, pour Une tranquilliser. retraite, c'est-à-dire se séparer momentanément Oui, c'est du séparé, oui, groupe oui, commun, oui, voilà, pour se retrouver soi-même. Oui. oui. Open Dialogue, Advanced Directives, Network Building, oui, ben Jim Method, c'est un peu compliqué de expliquer tout ça. Non, mais tu as répondu en fait, merci Oui, aux oui. questions qui étaient posées. Euh, quelqu'un demande, je retrouve le chat. Euh, où était cet exemple demandé là. Oui. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre un trouble schizoaffect et un trouble bipolaire?
Oui, alors non, pas beaucoup. Mais ce qu'on voit, que les gens euh, commencent avec un diagnostic de trouble bipolaire quand ils ont un premier épisode, et puis le diagnostic va varier. Après, par exemple, j'avais une nièce, elle commençait avec trouble bipolaire. Après, un autre psychiatre a dit non, 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 c'est schizoaffectif. Après, 2 ans après, un autre psychiatre a dit non, c'est la schizophrénie. Après 2 ans, il y a un psychiatre qui a dit non, c'est trouble de la personnalité, c'est borderline. Et puis, quelqu'un a dit non, mais elle est autiste, non? Alors, c'est ça le problème, parce qu'avec l'expression de la susceptibilité psychotique varie de moment en moment. Et avec la variation, le diagnostic va changer. Mais mais c'est très confus pour la personne parce ils ont accepté qu'ils ont trouble bipolaire. Après, il y a un autre qui dit non, non, vous êtes schizoaffectif. Mais c'est la même susceptibilité toujours, mais l'expression peut varier avec le temps. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut dire c'est le spectre psychotique. Et dans le spectre, tu peux varier dans le temps. Tout à fait. Quelqu'un demande si le social holding peut être assimilé au holding de Winnicott. Est-ce que tu connais? Oui, oui. Alors, Winnicott, c'est assez ancien, bien sûr, mais il y a toujours beaucoup là-dedans et qu'on peut considérer comme une forme d'encadrement social. Oui. Mhm. Très bien. Il y a de nombreuses personnes qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on utilise encore le thème de schizophrénie qui est stigmatisant. Je pense que pendant toute ta présentation, tu as expliqué effectivement que ce thème est traumatisant, stigmatisant. Tu as expliqué aussi que maintenant on parle plus de spectre, c'est-à-dire de toutes ces variations. Il n'y a pas une seule schizophrénie, il y a toute une Ouais. variation. Voilà, je ne répondrai pas très longtemps à cette question, sauf si tu veux rajouter peut-être quelque chose. En Hollande, ben, il y a de l'espoir parce que je pense pas que ça va survivre encore beaucoup de temps. En Hollande, on utilise maintenant spectre psychotique ou susceptibilité psychotique plutôt, parce que l'Association des patients et des familles a proposé ça. Au Japon et Corée et Hong Kong, on a changé le nom carrément, parce que là, les sociétés sont beaucoup plus sensitives au stigma. Alors, c'est pour ça qu'on a changé là, le premier. Et ça va changer ici aussi. On a proposé en Hollande il y a 10 ans, on n'a pas voulu. Et maintenant, je vois que l'association psychiatrique commence à noter. Très bien. C'est une bonne nouvelle pour nous également. On va suivre cela de près. Je vais prendre une dernière question et on va s'arrêter bientôt. Il y a quelqu'un qui pose la question suivante. Je ne sais pas si on aura la réponse ce soir. C'est au Japon. Est-ce qu'au Japon, qu'en est-il au Japon des troubles de spectre psychotique? Est-ce que tu as des éléments sur le Japon? Est-ce que tu as des informations? Oui, oui. Alors, le diagnostic a été changé et c'est très intéressant parce que les caractères japonais pour le nouveau syndrome, cet syndrome d'intégration, de mal-intégration, quelque chose comme ça, mais les caractères expriment une espèce de vulnérabilité. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est une vulnérabilité qu'on a tout et qu'il faut savoir manager. Et la recherche suggère au Japon que dès que l'introduction du nouveau nom qu'on utilise maintenant, il n'y a plus de communication entre psychiatres et patients, parce qu'auparavant, il y avait beaucoup moins, et qu'il y a moins de suicides associés avec le diagnostic, parce qu'au Japon, le diagnostic de schizophrénie est une espèce de
invitation de te suicider parce que tout ce qui est stigmatisant au Japon, en fait, culturellement, c'est une invitation de te suicider. Et c'est pour ça qu'on a changé. Alors, on pense que ça a été, ça a été bien. Très bien. On va terminer sur un dernier commentaire. Après, je vais clôturer cette conférence. On a ici un professionnel qui nous écrit que voilà, tu as exposé le fait que on ne peut pas définir. En tout cas, c'est difficile scientifiquement de définir chaque petit trouble de troubles mentaux. Je répondrai à cette personne que l'AFPL a tout le respect envers les psychiatriques, les psychologues et tous les professionnels de ce domaine. Et je pense que Jim aussi, il est lui-même docteur et professeur dans ce domaine, il fait de la recherche dans une université, donc nous avons tous ici le respect envers la profession de psychiatre ou de psychologue. J'insiste sur ce point et je le dis ici publiquement. Merci en tout cas, monsieur, pour votre commentaire que l'on peut voir dans le chat. Je ne vais pas le lire en entier ce soir, mais vous avez encore une fois tout le respect pour votre profession. Je clôture maintenant cette conférence. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je remercie encore une fois extrêmement Jim Vanos d'avoir donné de son temps ce soir pour notre journée de la psychose au Luxembourg de l'AFPL. Merci Jim, je te souhaite une bonne soirée et de bons résultats dans tes études en Hollande. Merci beaucoup. Merci. Merci.